premier. Et donc, aujourd'hui, nous allons parler de la budgétisation sensible aux enfants. Qu'est-ce que c'est? Et comment est-ce qu'on peut s'engager en faveur de cette budgétisation sensible aux enfants? Et donc, dans un premier temps, nous allons laisser la parole à M. Mohamed Aboubakari, qui est le speaker dans ce webinaire, pour nous présenter en 20-25 minutes la question de la budgétisation sensible aux enfants et comment s'engager. Et après, nous aurons une phase d'échange au cours de laquelle vous pourriez poser toutes vos questions sur la thématique. Mais avant de lui laisser la parole, je vais inviter Elvis, qui est coordonnateur des YouReporters, puisque nous avons en majorité avec nous des YouReporters, à dire un mot avant que nous ne rentrions dans le vif de notre webinaire. Voilà, merci. Elvis, à toi. OK. Bonjour mes championnes et mes champions. Je suis Elvis Adjangba et je suis content d'être avec toute la communauté YouReport de Bonou qui nous suit. Nous sommes actuellement à Bonou et c'est un plaisir pour nous de suivre ce webinaire avec vous, avec tous les YouReporters des différentes communautés, avec les organisations de la société civile, avec les médias qui sont avec nous. Parce que nous, en tant que jeunes, en tant que YouReporters, nous sommes conscients de l'importance de cette thématique, les finances publiques sensibles aux enfants, et comment est-ce que nous, en tant que jeunes, nous pouvons nous intégrer. Donc, ce webinaire-là est vraiment la possibilité pour nous de mieux savoir comment est-ce que, en termes de ressources financières allouées par les différentes communautés, au niveau local, au niveau régional, au niveau national, sont faites et comment nous, en tant que jeunes, on peut sensibiliser, on peut participer, on peut réellement contribuer à ces plans d'action-là. Donc, toute la communauté YouReport du Bénin est réellement contente d'avoir été invitée, d'avoir été associée à ce programme et nous espérons participer pleinement et avoir la chance de mieux partager tout ce que nous aurons appris ici comme message clé, comme action clé que nous pouvons prendre pour qu'ensemble nous puissions favoriser un budget, une budgétisation sensible aux enfants. Merci beaucoup et toute la communauté vous dit. Merci beaucoup. Merci Pamela. Merci Mohamed. Merci Elvis. Et donc, je vais laisser la parole à M. Aboubakari, qui est spécialiste politique sociale chargé des finances publiques à la section politique sociale de l'UNICEF pour la présentation. Merci beaucoup, Pamela. Bonjour, doyen Hippolyte. Bonjour, Elvis. Bonjour aux amis journalistes. Bonjour aux organisations de la société civile qui ont pu se connecter. Et bonjour à toute la grande famille des YouReporters. C'est un plaisir pour moi de pouvoir échanger avec vous pour essayer de vous expliquer pourquoi l'UNICEF a eu un intérêt sur les questions de budget et c'est quoi la budgétisation sensible aux enfants et comment vous pourrez vous engager parce que tout le monde, donc à sa place, tout le monde a son rôle à jouer. Alors, quel est l'objectif de ce webinaire? C'est premièrement de faire comprendre les raisons de l'engagement de l'UNICEF sur les questions de finances publiques. C'est ensuite de définir les contours de l'engagement de cet UNICEF-là, de l'UNICEF donc dans ce domaine. Et enfin de comprendre pourquoi et comment s'engager dans les finances publiques pour les enfants. Alors, je vais commencer par la thématique elle-même. On dit budgétisation sensible aux enfants. On dit aussi finances publiques pour les enfants. Et vous allez entendre parfois budget sensible aux enfants. Donc, tout ça, c'est la même thématique. Donc, je reprends budgétisation sensible aux enfants, finances publiques pour les enfants et budget sensible aux enfants. Donc, tout ça, c'est la même chose. Nous allons essayer de comprendre ce que c'est. Alors, pour
animer ce webinaire, j'ai 6 points. Je vais vous rappeler très rapidement le mandat de l'UNICEF. Je crois qu'en tant que YouReporter, vous le connaissez. Je vais partager quelques données démographiques sur les enfants et les adolescents, puisque la plupart vous êtes des jeunes. Ensuite, on va essayer de comprendre rapidement donc c'est quoi le budget. Puis enfin, on va venir sur le plat de résistance, donc les raisons donc de l'engagement de l'UNICEF sur le budget de l'État ou les finances publiques. Ensuite, délimiter donc le champ de travail de l'UNICEF sur le budget ou sur les finances publiques. Alors, même s'il y a une petite nuance entre budget et finances publiques, la nuance n'est pas grande, donc je vais dire tantôt budget, je vais dire tantôt finances publiques. Comprenez que ça revient au même. Et enfin, le 6e point, comment s'engager. Donc voilà le plan de présentation. Alors, par rapport au mandat de l'UNICEF, vous savez, l'UNICEF est l'organisation des Nations Unies et qui travaille pour la promotion des droits des enfants, qui fait en sorte que les enfants puissent jouir donc, de leurs droits et qui travaille pour la sauvegarde donc, de ces droits-là. Donc, partout où ces droits sont menacés, l'UNICEF travaille, fait le plaidoyer pour que ces droits-là puissent avoir droit de cité, donc puissent être exercés. Donc, c'est 3 mots importants qu'il faut comprendre. Donc, la promotion des droits des enfants, la jouissance des droits des enfants et la sauvegarde donc, de ces droits. Donc, et pour le faire, l'UNICEF utilise un document important qu'on appelle la Convention relative aux droits de l'enfant, d'accord, qui est signé par donc, beaucoup de pays, pratiquement presque tous les pays du monde ont signé cette convention-là. On dit que les pays sont partis donc, à cette convention. Et donc, l'UNICEF, dans son mandat, fait quoi? Mobilise donc la volonté politique auprès des différents gouvernements, les ressources financières et matérielles pour aider donc les gouvernements, en particulier dans les pays qui sont les moins développés, à donner une priorité aux enfants pour donc prendre en compte les droits des enfants dans les différents documents de politique afin que les enfants puissent jouir des services sociaux de base. Et quand on dit services sociaux de base, il y a d'abord la santé, ensuite il y a l'éducation, il y a donc la protection de l'enfant, il y a l'eau, l'hygiène et l'assainissement et la protection sociale. Donc voilà un peu le mandat de l'UNICEF. Alors, vous savez bien que pour que les enfants puissent jouir de leurs droits, il faut construire les écoles. Et pour construire les écoles, il faut des ressources. Il faut construire des hôpitaux. Pour construire des hôpitaux, il faut les ressources. Il faut mettre à la disposition des populations des puits, des points d'eau villageoises. Et pour faire tout ça, on a besoin de ressources. Alors, donc, l'article 4 de la Convention des droits de l'enfant, la Convention relative aux droits de l'enfant, dit exactement ceci. Les États partis, donc les États qui ont signé la Convention, doivent s'engager à prendre toutes les mesures législatives, donc les mesures au niveau de leur Parlement, au niveau de leur Assemblée nationale, les mesures administratives, donc les mesures au niveau des différents ministères, au niveau des différentes communes, au niveau des différents départements, et toutes les autres mesures qui sont nécessaires pour mettre en œuvre les droits reconnus dans la Convention relative aux droits des enfants. Droits que vous connaissez sûrement et dont j'ai cité certains, droit à l'éducation, droit à la nutrition, droit donc à la parole, vous savez, droit à la santé et ainsi de suite. Alors, il est demandé que donc les États puissent mobiliser toutes les ressources et la communauté internationale s'engage lorsque un État n'a pas assez de ressources, elle s'engage à travers la coopération, à travers les partenariats entre les pays et les organisations comme l'Union européenne, la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, à accompagner donc les pays pour mettre en œuvre ces droits donc, des enfants. Donc voilà ce que l'article 4 dit. Donc l'article 4 rend responsable les gouvernements
pour qu'ils puissent mobiliser les ressources. Et quand je dis gouvernement, il y a les gouvernements au niveau national, donc le président de la République avec ses ministres et les institutions de l'État. Il y a aussi les gouvernements locaux, donc les autorités locales au niveau donc, de nos communes. Alors, quelques données démographiques. L'Institut national de la statistique et de la démographie au Bénin dit qu'en 2022, nous sommes 12 314 650 Béninois. La moitié, j'allais dire plus de la moitié, 50,3% sont des femmes. On note 5 683 211 enfants, donc qui ont moins de 15 ans et qui représentent 46,2% de la population. Donc, vous voyez, la population du Bénin est une population très jeune. Et si on remonte aux enfants, donc vous savez bien que les enfants, c'est tous ceux qui ont moins de 18 ans, ils représentent 53,3% de la population béninoise. Donc, plus de la moitié de la population béninoise sont des enfants, soit 6 564 877. Donc, vous voyez, un gouvernement, des autorités locales ne peuvent pas faire des politiques, ne peuvent pas faire des lois, ne peuvent pas prendre des décisions et oublier ou négliger plus de la moitié de la population que sont les enfants et qui sont ceux-là qui vont diriger donc le pays demain, qui vont prendre des décisions demain. Maintenant, on va revenir sur ce que c'est que le budget. Le budget, c'est un acte par lequel l'Assemblée nationale autorise le gouvernement à mobiliser de l'argent, c'est ce qu'on appelle les recettes, et à dépenser de l'argent chaque année. Donc, acte par lequel sont prévus et autorisés les recettes et les dépenses annuelles de l'État. Donc, le gouvernement reçoit l'autorisation de qui? De l'Assemblée nationale. Et quand vous voyez cette définition-là, on a dit sont prévus. Ça veut dire que le budget, là, c'est une prévision. Donc, quand on dit budget, ce n'est pas que l'argent existe quelque part, c'est de l'argent qu'on doit mobiliser. Donc, on calcule pour voir au cours de l'année combien l'État peut avoir. Et de l'autre côté, on voit de combien l'État a besoin pour satisfaire donc, les besoins des populations. Donc, il y a les recettes. Donc, combien il faut mobiliser. Et ensuite, il y a les dépenses. Lorsqu'on mobilise l'argent, il faut les utiliser maintenant pour l'éducation, pour la santé, pour construire les routes et pour construire les hôpitaux, ainsi de suite. Donc, ce qu'on retient de cette définition, c'est que le budget est une prévision. Ensuite, le budget est autorisé par l'Assemblée nationale. Et vous savez, l'Assemblée nationale, c'est la représentation du peuple. Le budget est annuel. Donc, c'est très important de savoir ça. Et le budget est composé de recettes et de dépenses. Et pour vous permettre de mieux comprendre cette notion de budget, je prendrai 1 ou 2 minutes pour faire la comparaison entre le budget de la famille et le budget de l'État. Nous sommes tous issus d'une famille. On a un père, on a une mère. Et c'est nos parents qui mobilisent l'argent qu'il faut pour la famille. Donc, le père et la mère peuvent être des salariés. Donc, les recettes, ça va être donc le salaire de papa et le salaire de maman. Si papa ou maman, l'un d'entre eux n'est pas salarié, il peut être un entrepreneur, il peut avoir son entreprise et cette entreprise-là lui rapporte donc des bénéfices et c'est ces bénéfices-là qui représentent les recettes. Donc, lorsqu'on met ensemble ce que papa et maman apportent, on a les recettes. C'est la même chose au niveau de l'État. Les recettes de l'État sont constituées de quoi? De ce qu'on appelle les recettes fiscales. Les recettes fiscales, c'est tout simplement les impôts et les taxes. Et quand on parle d'impôts, je vous donne des exemples. Lorsque vous avez une société, vous créez la société fait des bénéfices, vous donnez une partie de votre bénéfice à l'État. Donc, ça rentre dans ce qu'on appelle les recettes fiscales. Et on appelle ça le bénéfice et l'impôt sur donc, les sociétés.
Il y a les bénéfices, il y a l'impôt aussi sur le salaire. Lorsque vous gagnez un salaire, à la fin de chaque mois, il y a une partie donc de votre salaire qui est prélevée et qui est versée donc dans les caisses de l'État. On appelle ça l'impôt sur le revenu. Il y a aussi l'impôt sur le patrimoine. Lorsque vous avez un véhicule, par exemple, vous payez chaque année ce qu'on appelle une taxe sur les véhicules à moteur. Vous avez une maison, vous payez de l'impôt chaque année. Il y a l'impôt sur les biens et services. Lorsque vous allez acheter, par exemple, une boîte de lait, c'est que lorsque la boîte est venue de l'extérieur et que c'est arrivé chez la personne qui est chargée de la vendre, lorsqu'elle vend, elle prélève une partie qu'on appelle taxe sur la valeur ajoutée et qui fait 18% qu'elle verse donc à l'État. Donc, il y a l'impôt aussi sur les biens et services. Et il y a maintenant les taxes douanières où tous ceux qui exportent, importent donc des biens, lorsque ça rentre au niveau du pays, il y a des taxes que vous payez. Donc, c'est ça les recettes fiscales. Il y a aussi les recettes non fiscales. Lorsque, par exemple, quelqu'un est condamné à verser comment on appelle des redevances ou des pénalités à l'État, ça fait partie des recettes comment on appelle non fiscales. Lorsque l'État loue, par exemple, un terrain ou un domaine à quelqu'un, ça rapporte de l'argent, ça fait partie donc des recettes non fiscales. Il y a aussi les aides financières. Donc, il y a des pays développés qui donnent de l'argent donc à l'État béninois ou qui prêtent de l'argent à l'État béninois. Donc, ça fait partie des recettes. Donc, voilà la comparaison. C'est exactement ce que fait papa et maman à la maison pour mobiliser de l'argent. C'est presque la même chose que l'État fait pour mobiliser également de l'argent et c'est ce qu'on appelle les recettes. Maintenant, une fois qu'on a les recettes, il faut utiliser les recettes pour faire les dépenses. Et dans les familles, vous voyez les différents types de dépenses. Il y a le loyer lorsque la famille n'a pas encore construit sa maison. Ou bien il y a le remboursement des crédits lorsque la famille a pris des dettes pour construire la maison. Il y a les dépenses donc pour nourrir la famille, les dépenses de nourriture. Il y a les dépenses de santé. Il y a donc également les dépenses pour la scolarité des enfants. Lorsque vous allez à l'école ou vous êtes à l'université, les parents payent votre scolarité, vous donnent le petit déjeuner, ainsi de suite. C'est pareil au niveau du gouvernement. Le gouvernement paye les salaires et donne des primes aux fonctionnaires. C'est ça qu'on appelle les dépenses de personnel. Le gouvernement crée les conditions aux fonctionnaires pour travailler en leur achetant des ordinateurs, en leur achetant des papiers RAM, en leur achetant tout ce qu'il faut pour travailler. C'est ça qu'on appelle les dépenses d'acquisition de biens et services. Le gouvernement transfère de l'argent aux communes pour donner, comment on appelle, l'eau potable aux populations, pour aménager les centres de jeunes et des loisirs, et pour aider donc les écoles à réfectionner par exemple les toits lorsque la pluie les dégage. Le gouvernement également transfère donc de l'argent à certains hôpitaux ou à des écoles pour acheter les manuels ou bien les fournitures pour les enseignants, aux hôpitaux pour acheter donc le matériel nécessaire pour soigner les populations. Donc c'est ça qu'on appelle les dépenses de transfert et de subvention. Et l'État paye également les retraités, ceux qui sont à la retraite, l'État leur paye des pensions. L'État également construit les écoles, construit les routes, construit les hôpitaux. C'est ça qu'on appelle les dépenses d'investissement. Donc, voilà un peu ce que je voulais vous apporter pour que vous compreniez ce qu'on appelle donc le budget de l'État. C'est constitué des recettes et des dépenses. Et les recettes, c'est au fur et à mesure que ces recettes-là sont collectées. Vous voyez, les recettes de la famille, c'est chaque mois que le salaire vient, qu'on a les recettes et juste après, on programme donc les dépenses. Alors, pourquoi l'UNICEF s'engage dans les finances publiques, dans le budget de l'État? Alors, il y a plusieurs raisons à cela. Et globalement, il y a 3 types de raisons. Il y a un aspect de droit, il y a un aspect économique et il y a un aspect pragmatique. Par rapport à l'aspect du droit, je viens de vous dire tout à l'heure que la Convention relative aux droits des enfants a dit que c'est l'État qui est le premier qui doit mobiliser l'argent pour
la réalisation des droits des enfants. Et pour mobiliser l'argent, il faut l'inscrire dans le budget de l'État. Et une fois que c'est inscrit dans le budget de l'État, on peut faire maintenant les dépenses pour le bien des enfants. Donc, l'État doit faire tout son possible pour assurer l'exercice donc des droits des enfants. Donc, l'aspect du droit, c'est que les États ont signé la Convention relative aux droits des enfants. Ils se sont engagés à réaliser les droits des enfants. Ils doivent utiliser le budget pour la réalisation des droits des enfants, pour les investissements qui sont favorables aux enfants. L'aspect économique, c'est quoi? C'est qu'en réalité, donner une priorité aux enfants en finances publiques, c'est intelligent. Ça fait du bon sens pour les gouvernements. Parce que si on investit sur les enfants aujourd'hui, et que ces enfants ont une bonne éducation, que ces enfants ont fait de bonnes formations, ils vont pouvoir, à leur âge adulte, accompagner le développement économique et social du pays. Ils vont pouvoir bien travailler pour mobiliser de l'argent, ils vont pouvoir bien travailler pour enseigner les autres enfants, ils vont pouvoir bien travailler pour que la population soit en bonne santé parce qu'ils vont devenir de très bons médecins. Donc, sur le plan économique, c'est comme si en investissant sur les enfants et les jeunes, on investit comme dans une société parce que demain, ça va donner des bénéfices parce que ces enfants-là, une fois qu'ils seront en bonne santé, qu'ils auront de bons diplômes, qu'ils auront des connaissances, qu'ils auront des compétences, ils pourront accompagner le développement économique et social. Et pour cela, il y a un certain nombre d'études qui ont été faites au Bénin ou ailleurs et qui ont montré que, par exemple, si on arrive à faire en sorte que la moitié des enfants au Bénin ou donc dans le monde arrivent à faire l'enseignement préscolaire seulement, ce qu'on appelle l'enseignement maternel, alors cela peut entraîner des gains pour le pays sur toute la vie de l'individu, des gains qu'on a essayé de calculer ensemble et qui font environ 7 930 milliards pour les pays les moins développés jusqu'à 19 258 000 milliards. Donc, vous voyez, c'est énorme ce que ça peut apporter lorsque seulement on essaie d'apporter l'éducation maternelle aux enfants. Parce qu'en fait, tous les enfants qui ont fait l'enseignement maternel, finalement, dans la vie, réussissent mieux et ont plus de compétences que les enfants qui n'ont pas eu la chance donc, de faire l'école maternelle. Un autre exemple, lorsque les enfants reçoivent une très bonne alimentation, alors ils ont 33% de chances d'échapper à la pauvreté à l'âge adulte. En fait, on ne le sait pas, lorsque les enfants sont malnutris, cela agit sur leur développement, cela agit sur leur étude quand ils sont à l'école. Donc, parfois, il y a des enfants qui ne réussissent pas, qui ne comprennent pas vite. On ne sait pas, parfois, c'est dû à des questions d'alimentation. Donc, lorsque les enfants sont bien nourris, ils sont plus intelligents, ils ont plus les capacités et à l'âge adulte, ils ont la chance d'avoir donc de très bons diplômes et de sortir donc de la pauvreté. Un autre exemple tiré donc d'une étude qui a été faite au Bénin, on a essayé de voir si depuis 2015, on faisait en sorte que les mariages précoces des enfants s'arrêtent. Qu'est-ce que ça va apporter au Bénin? On a vu que ça va apporter près de 23 millions donc, de dollars. Ça fait environ 295 milliards de francs CFA que cela va apporter donc, au Bénin d'ici 2030 si on laisse les enfants continuer les études, finir donc les universités, avoir leur diplôme et travailler pour le développement donc, du pays. Donc, économiquement, c'est intelligent d'investir donc, sur les enfants. Donc, c'est intelligent de faire le budget et en faisant le budget, de ne pas oublier donc, que les enfants ont des droits et ces droits-là doivent être respectés. Il y a un aspect pragmatique, comme je le disais. En fait, si l'UNICEF avait tout seul l'argent, l'UNICEF viendrait dans chaque pays et demanderait l'autorisation au gouvernement pour construire les écoles, pour construire les centres de santé, pour prendre en charge les enfants orphelins,
pour donner de l'eau à toutes les familles, pour protéger donc tous les enfants et les familles qui seront en situation difficile. Mais malheureusement, l'UNICEF n'a pas cet argent-là. Et si on prend le cas du Bénin, tout le budget de l'UNICEF représente moins de 1% du budget de l'État. Deuxième élément pragmatique, c'est que l'UNICEF doit veiller sur le bien-être des enfants, mais ce bien-être-là, malgré tous les efforts que le gouvernement fait beaucoup d'efforts pour construire les écoles, pour construire les centres de santé, pour donner l'eau potable, et ainsi de suite, il y a beaucoup d'enfants qui sont encore hors de l'école. En 2023, on enregistre un peu moins de 3 millions d'enfants qui ne sont pas à l'école, qui sont hors de l'école. Soit ils n'ont jamais mis pied à l'école, soit ils sont allés à l'école et ils ont quitté l'école pour plusieurs raisons. Il y a la malnutrition chronique qui est persistante au niveau du Bénin. Un enfant sur 3 au Bénin qui a entre 0 et 5 ans est malnutri, à ce qu'on appelle la malnutrition chronique. Il y a la mortalité maternelle et infantile qui est encore élevée au niveau du Bénin. Sur 10 000 femmes qui vont accoucher, il y a environ 400 qui perdent la vie lorsqu'elles vont accoucher. Et ça, ce n'est pas normal. Les femmes ne doivent pas aller donc accoucher et perdre donc la vie. Il y a aussi les enfants qui meurent avant même d'avoir 1 mois après leur naissance ou 1 an après leur naissance qui meurent, tout simplement à cause donc du manque et d'investissement. Il y a un faible taux de couverture vaccinale. Donc, un enfant sur 2 n'a pas reçu au Bénin tous les vaccins nécessaires qui vont lui permettre donc d'être en bonne santé. Et il y a le travail des enfants qui est encore d'actualité. Vous voyez l'image que nous avons là. Ces filles-là, normalement, devaient être à l'école, mais malheureusement, on voit ça dans nos marchés. Elles n'ont pas droit à l'éducation. Et vous savez bien, et je vais le répéter pendant toute ma présentation, les États sont les premiers responsables de la réalisation des droits des enfants. Donc, les États doivent mobiliser de l'argent pour faire en sorte que les problèmes que je viens de citer là, que ces problèmes-là soient réglés. Alors, donc, je vais partager avec vous rapidement quelques études qui ont été faites au niveau des pays de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Alors, ici, c'est pour montrer la pauvreté des enfants. Un enfant pauvre, c'est un enfant qui vit dans une famille pauvre. Aidez-moi à fermer les micros de ceux qui sont en train de... Ceux qui ont encore leur micro. Monsieur Ouattara, je vous prie de réactiver votre micro et je prie les autres participants de bien vouloir fermer leur micro, s'il vous plaît. OK, donc je reprends. J'étais en train de dire que la pauvreté des enfants, c'est 44%. Donc 44% des enfants au Bénin vivent dans des familles pauvres. Et je prenais l'exemple de certains pays comme la Namibie, où c'est 22%, comme le Ghana, où c'est 27%, comme l'Éthiopie, où c'est 26%. Donc ça veut dire qu'il y a des pays où la pauvreté des enfants est plus faible. Le Bénin est encore à 44%. Bon, c'est encore un peu élevé, mais il y a des pays qui, comme par exemple le Sud-Soudan, où c'est 85%. Donc, la situation au Bénin est meilleure à celle de certains pays. Vous voyez des chiffres, 74%, 72%. Nous sommes encore à 44%. Mais il faut faire en sorte que cela soit réduit
pourquoi pas venir à 22% ou moins de 20% ou carrément éliminer la pauvreté des enfants. Maintenant, en rouge, vous avez ce qu'on appelle la pauvreté multidimensionnelle. Lorsqu'un enfant n'a pas droit à l'éducation ou n'est pas éduqué, on dit que l'enfant est pauvre donc en matière d'éducation. Lorsqu'un enfant n'a pas droit à un logement, on dit qu'il est pauvre en matière de logement. Donc, c'est ça la pauvreté multidimensionnelle. Il y a 8 dimensions donc au niveau de cette pauvreté-là. Éducation, santé, nutrition, logement, eau, hygiène et assainissement, protection. Alors, parmi les 8 domaines, on a vu combien sont pauvres dans au moins un domaine. Et au niveau du Bénin, on a trouvé 83%. C'est très élevé. C'est vrai qu'il y a des pays qui sont encore à 98%, mais il y a des pays comme le Gabon qui sont à 30%. Donc, ça veut dire qu'on peut toujours faire mieux. C'est pour dire que la situation donc, des enfants, malgré tous les efforts qui se font, est encore préoccupante au Bénin. Deuxième situation que je vais partager avec vous, c'est ceci. Les gouvernements se sont engagés pour que les dépenses de l'éducation soient 20% de toutes les dépenses du gouvernement. Alors, on a pris ici un certain nombre de pays de la région de l'Afrique de l'Ouest et du Centre et on a regardé quelle est la part de leur budget qui va à l'éducation. Donc, vous voyez, il y a certains comme le Nigeria, c'est 7%. Le Bénin est à 17,7%. Ça veut dire que le Bénin n'a pas atteint les 20% là. Ça veut dire que nous devons tous travailler, nous devons tous nous engager. Je vais revenir là-dessus tout à l'heure, discuter donc avec les autorités pour qu'on augmente la part donc de l'éducation pour que cela puisse atteindre ne serait-ce que les 20%. Vous voyez, il y a des pays comme le Togo à côté ici qui sont presque à 22%, le Burkina Faso 23%, et ainsi de suite. Donc, il y a des pays qui sont vraiment à des taux élevés. Vous voyez, la Sierra Leone est à 35%. Donc, l'engagement que le Bénin a pris, l'engagement là, le Bénin est proche, mais n'a pas encore respecté l'engagement. Mais vous voyez les efforts du gouvernement béninois. Hein? Vous voyez, le Bénin est en avance sur plusieurs pays, comme la Côte d'Ivoire, la République démocratique du Congo, donc ces pays qui ont du pétrole. Et nous, on n'a pas du pétrole, mais le gouvernement fait des efforts. Mais ces efforts doivent vraiment encore être poussés. Troisième situation, j'en ai 4. C'est par rapport à la santé. Les pays se sont engagés également à allouer 15% de leurs dépenses à la santé. Et par rapport à ça, vous voyez, le Bénin est autour de 4%. Le Bénin n'atteint pas 5%. Et le Bénin en arrière par rapport à plusieurs pays. Vous voyez là, le Bénin est encore en arrière par rapport au Nigeria, à la Gambie, au Sénégal, ainsi de suite. Donc, on doit encore travailler pour que la part du budget de l'État qui va à la santé soit vraiment améliorée. On vient maintenant à la protection sociale. Alors, les dépenses de protection sociale, on constate que le Bénin alloue 1,3% de sa richesse à la protection sociale et le pourcentage de la population qui bénéficie donc de cette protection sociale-là, ce pourcentage-là, ça fait 7,8%, ça fait environ 8%. Mais regardez, il y a des pays comme le Nigeria qui allouent 0,7%, mais qui couvrent 11%. Ça veut dire que nous qui allouons 1,3%, on peut aussi couvrir plus que les 11%. Vous voyez, il y a des pays qui allouent 0,1% et qui couvrent près de 10% de leur population, comme le Burkina Faso. Le Togo n'alloue que 0,1% de sa richesse à la protection sociale et couvre 23,2% de la population. Ça veut dire que nous n'allouons pas suffisamment de ressources. Mais le peu que nous allouons là, nous n'arrivons pas à couvrir beaucoup de populations avec ce peu-là. Et il y a des pays qui allouent moins que nous et qui couvrent une partie plus importante donc, de la population avec la protection sociale. Et quand on dit protection sociale, c'est qu'on prend en charge les gens lorsqu'ils sont gravement malades, lorsqu'ils sont atteints par exemple de cancer ou lorsqu'ils sont atteints comment on appelle, des problèmes de rein, ils doivent faire la dialyse, ça ne vous arrivera pas.
Et donc, lorsque les gens font des accidents graves, ils doivent être pris en charge. C'est tout ça qu'on met donc, dans la protection sociale, y compris les appuis comme les cantines scolaires, par exemple. Ça fait partie donc de la protection sociale. Donc, le Bénin fait des efforts. Le Bénin doit allouer plus de ressources et le Bénin doit mieux utiliser ces ressources-là pour couvrir une grande partie de la population parce que 7,8%, c'est encore faible. Mais vous voyez, on fait quand même mieux que certains pays. Hein. On est à 7,8%. Il y en a qui sont à 4,4%, 6,1%, 6,2%. Donc, je fais remarquer toujours que le Bénin fait quand même des efforts, mais ces efforts-là doivent s'améliorer et s'accroître. Alors, que faire par rapport à toute cette situation-là? Les États ont beaucoup de ressources, mais les États investissent peu ou mal. Je viens de donner l'exemple de l'éducation et de la santé. On a vu que l'État investit peu parce qu'il n'atteint pas l'engagement qu'il a pris. Ils investissent mal. Bon, peut-être que le mot mal, ils investissent pas correctement, c'est ce que je voulais dire, dans les secteurs sociaux sensibles aux enfants. On a vu tout à l'heure qu'avec plus de ressources, le gouvernement couvre une petite partie de la population, alors qu'il y a des pays qui, avec moins de ressources, couvrent plus de population. Ça veut dire qu'il faut que les gens aient les capacités, les techniques pour qu'avec peu d'argent, on puisse faire plus. Et c'est ça qu'on appelle l'efficience. Si vous arrivez avec peu d'argent à obtenir plus de résultats, on dit que vous êtes efficient. Ça veut dire qu'on doit faire en sorte que l'État soit efficient. Les besoins des enfants sont énormes. Je vous ai montré quelques exemples d'enfants hors de l'école, la malnutrition, et ainsi de suite. Et les États, je répète encore, sont les premiers responsables des droits des enfants. Que faire? Les États doivent investir plus dans les droits des enfants. Et pour investir dans les droits des enfants, il faut que ça soit inscrit dans le budget, il faut mobiliser l'argent et il faut exécuter maintenant les dépenses pour construire donc les écoles, les centres de jeux, tout ce qu'il faut pour que les enfants soient épanouis. Et c'est là qu'est apparue la notion de budget sensible aux enfants, de budgétisation sensible aux enfants. Donc, quand l'UNICEF parle de budget sensible aux enfants, c'est un budget qui est favorable aux secteurs sociaux qui ont le plus d'impact sur la santé et le développement de l'enfant. Donc, la santé, l'éducation, la nutrition, l'eau, l'hygiène, l'assainissement, la protection de l'enfant, la protection sociale. Donc, il ne s'agit pas d'un budget, qu'on va faire un budget uniquement pour les enfants. Non, 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 non. La budgétisation sensible aux enfants, ce n'est pas faire un budget pour les enfants. Parce que lorsqu'on construit les écoles, ce n'est pas seulement les enfants qui vont dans les écoles. Il y a les personnes âgées aussi qui vont dans les écoles. Il y a les universités qu'on construit. Donc, si on investit dans l'éducation, c'est pour les enfants et c'est pour les adultes également. Si on construit les centres de santé, ce n'est pas seulement les enfants qui iront dans les centres de santé. Tout le monde va pouvoir en bénéficier. Donc, il faut identifier les secteurs qui permettent la réalisation des droits des enfants. Et en voulant faire le budget, il faut vraiment penser qu'il y a des enfants qui ne sont pas à l'école. Qu'est-ce qu'on faut faire pour ces enfants-là? Est-ce qu'il ne faut pas leur donner une formation professionnelle? Est-ce qu'il ne faut pas les regrouper quelque part pour les alphabétiser, et ainsi de suite? Il faut penser que dans tel village, à Tchoumi ou je ne sais où, qu'il y a manque d'eau, que les gens boivent de l'eau non potable et que l'État doit tout faire pour qu'ils aient donc de l'eau potable. Donc, c'est ça qu'on appelle la budgétisation sensible aux enfants. C'est le fait de penser aux droits des enfants, aux problèmes que les enfants vivent lorsqu'on est en train d'élaborer le budget. Non seulement lorsqu'on élabore le budget, mais également lorsqu'on est en train d'exécuter le budget. Donc, pour l'UNICEF, les finances publiques pour les enfants décrivent les efforts pour influencer la transparence donc, du budget. Alors, donc, le budget qui est alloué, par exemple, à l'éducation doit être connu de tout le monde. Les communes dans lesquelles on veut construire les écoles doivent être connues de tout le monde. Si c'est connu de tout le monde, à la fin de l'année, lorsqu'un You Reporter lit, par exemple, que dans le budget, on veut construire un module de 3 salles de classe à Kérou, et qu'à la fin de l'année, il constate que le module n'est pas construit, alors il pourra prendre des actions. Je vais revenir là-dessus tout à l'heure pour chercher à savoir pourquoi est-ce que ce n'est pas construit et faire le plaidoyer pour que donc, il en soit ainsi. Donc voilà un peu ce qu'on appelle budgétisation sensible aux enfants.
Et par rapport à cela, qu'est-ce que l'UNICEF cherche à voir? L'UNICEF cherche à voir la transparence, je viens de l'expliquer tout à l'heure, combien on a alloué et combien on a dépensé. Est-ce que lorsqu'on a prévu qu'on veut construire une école quelque part, ou on veut mettre un point d'eau quelque part, est-ce que cela a été fait, oui ou non? C'est ça la transparence, cela doit être vraiment assez clair. L'adéquation, est-ce que les dépenses sont suffisantes? On a dit on doit donner 20% des dépenses de l'État à l'éducation. Est-ce que lorsqu'on a fini de faire le budget, lorsqu'on a pris le budget de l'éducation et on a divisé par tout le budget là, est-ce que ça fait 20%? Si ça ne fait pas 20%, ça veut dire que ce n'est pas adéquat et il faut donc travailler, faire le plaidoyer pour que le gouvernement arrive à atteindre ses objectifs. Est-ce que c'est efficient? Est-ce qu'on arrive à faire en sorte que, avec peu de ressources, surtout que nous sommes un pays qui n'a pas de pétrole, nous sommes un pays qui n'a pas beaucoup d'or, donc est-ce que le peu d'argent que nous avons, est-ce que les gouvernements au niveau national ou au niveau local l'utilisent correctement pour qu'une grande partie de la population, en particulier les enfants, bénéficient donc de ces dépenses? L'UNICEF regarde aussi l'équité. Est-ce que les dépenses sont équitables? Est-ce qu'on ne construit pas seulement à Cotonou et qu'on oublie dans les autres endroits? Est-ce qu'on ne construit pas seulement à Savè, je dis n'importe quoi, et qu'on ne construit pas ou qu'on n'investit pas dans la Liborie, à Malanville ou Karimaman, par exemple? Donc, voilà le domaine dans lequel vraiment l'UNICEF regarde et sur lequel vous serez appelés à travailler avec l'UNICEF et tous les autres partenaires techniques et financiers. Pourquoi s'engager? Alors, on a vu que la situation des enfants, malgré tous les efforts, n'est pas reluisante au Bénin. Mais vous savez, malgré toute leur bonne volonté, les autorités n'ont pas la possibilité de savoir ce qui se passe dans telle commune, de savoir ce qui se passe dans tel arrondissement, de savoir ce qui se passe dans tel village, de savoir ce qui se passe dans tel campeul. Il n'y a que ceux qui vivent là. Il n'y a que ceux qui sont dans les communautés, comme les You Reporters, comme les journalistes qui donc cherchent les informations, comme les organisations de la société civile qui appuient les communautés pour savoir réellement les problèmes qui se posent et pour les remonter donc au niveau des arrondissements, les remonter au niveau des communes, les remonter au niveau des préfets, les remonter au niveau donc du gouvernement, les remonter au niveau des organisations de la société civile, les remonter au niveau des députés pour que cela soit pris en compte. Donc pour cette raison-là, on doit s'engager nous tous pour aider donc les gouvernements. Parce que parfois, les gouvernements ne savent pas, malgré toute leur volonté, ils ne savent pas, ils n'ont pas donc ces informations-là. Même parfois quand ils ont l'information, mais ils ne savent pas avec acuité le problème se pose. Avec quelle profondeur, quelle gravité la situation qu'on décrit se pose. Vous voyez parfois quand on dit que ceux qui font la dialyse, ils n'ont pas suffisamment de ressources, ils ne sont pas pris en charge. Lorsque les grogneurs, lorsque les gens apportent cette information vers le gouvernement, vous voyez, le gouvernement souvent écoute et fait quelque chose en direction de ces personnes-là. Donc, c'est la preuve que si on aide le gouvernement à avoir les informations, les vraies informations, donc à l'UNICEF, on dit les évidences, alors beaucoup de choses vont changer pour les enfants, les jeunes et les adolescents. On doit s'engager également pour renforcer la transparence budgétaire et la participation citoyenne. Donc, le gouvernement doit savoir qu'il y a des gens qui suivent, il y a des gens qui regardent le budget, il y a des gens qui savent qu'on a dit qu'on veut construire un hôpital à Calavi. Et donc, qui peuvent demander, mais pourquoi l'hôpital qu'on veut construire à Calavi n'est pas construit, ou bien pourquoi c'est lent, pourquoi on a dit qu'en 2023, on devait finir, et jusqu'à maintenant, on ne finit pas. Donc, ça permet à l'État de savoir que les populations suivent, tout le monde suit. Et donc, je dois faire en sorte que les engagements que j'ai pris, ce que j'ai mis dans le budget là, je dois pouvoir donc exécuter cela. Comment s'engager? Pour s'engager, il faut savoir quand est-ce qu'on élabore le budget. À quel moment on élabore le budget? Parce que si vous venez poser un problème, alors que le budget est déjà élaboré, on va vous dire, bon, on a déjà élaboré le budget, vraiment, on ne peut rien faire, ça fait à l'année prochaine. Et si l'année prochaine, vous ne savez pas quand est-ce qu'il faut revenir pour poser le problème, on vous dira encore que vraiment, vous êtes arrivé en retard. Donc, aussi bien au niveau national ou au niveau des communes,
on doit savoir quand est-ce qu'on élabore le budget. On doit savoir qui sont ceux qui participent à l'élaboration du budget. D'accord? Et on doit savoir à quel moment les populations peuvent venir faire un plaidoyer, peuvent voir un conseiller communal pour lui dire, nous là dans notre village, voilà le problème qu'on a, si vous voulez faire le budget, prenez cela en compte. À quel moment les populations, y compris les enfants, sont autorisés à venir voir donc, dans la commune le moment où on élabore le budget. Et lorsqu'on finit d'élaborer le budget, lorsque le budget est exécuté ou est en exécution, il y a ce qu'on appelle la reddition des comptes. Il y a parfois le maire avec ses adjoints qui viennent dire, bon, voilà ce qu'on a mis dans le budget, voilà ce qu'on a fait, voilà ce qu'on n'a pas encore réussi à faire. Il faut savoir quand est-ce qu'ils font ces genres de choses. Et il faut pouvoir chercher le temps pour participer à cela et pour dire donc votre point de vue. Ou si vous ne pouvez pas y participer, vous connaissez les chefs villages, vous connaissez les chefs arrondissements, vous connaissez peut-être les conseillers communaux. Un conseiller communal peut être votre oncle, peut-être que c'est papa, peut-être que c'est maman, peut-être que donc, avec les problèmes que vous vivez dans votre milieu, vous pouvez vraiment prendre un bout de papier et leur dire, voilà vraiment les problèmes qu'il y a, ou les youth reporters peuvent se mettre ensemble et voir quels sont vraiment les problèmes les plus importants qu'ils vivent dans leur communauté et donc décider d'écrire 3 ou 4 propositions, d'aller le remettre au maire, au chef d'arrondissement, à papa qui est conseiller ou à quelqu'un. Donc, vous devez forcément chercher à connaître donc, le calendrier budgétaire. Peut-être que ces aspects-là, Social Watch pourrait choisir un webinaire pour expliquer ces aspects-là de façon plus détaillée pour que vous sachiez comment faire exactement. Vous devez pouvoir consulter les documents nécessaires. Lorsque le budget est élaboré, la direction générale du budget fait quelque chose qu'on appelle la version citoyenne du budget. Donc, vous devez pouvoir regarder la version citoyenne. Il y a même des bandes dessinées qu'on fait pour expliquer donc, le budget. Vous devez pouvoir regarder ces bandes dessinées-là et constater que on veut faire une route ici, alors que le plus important, c'est peut-être recruter des enseignants dans l'école du village. Donc, vous devez pouvoir regarder ces documents-là. C'est vrai que la plupart des documents, c'est avec les gros mots et c'est pour éviter les choses que les populations ne vont pas comprendre qu'on fait les versions citoyennes et parfois même on fait les versions en langue nationale pour permettre donc aux populations qui ne sont pas allées à l'école de comprendre. Donc, il faut avoir ces informations-là. Troisième chose, il faut mobiliser et diffuser les preuves sur la situation des enfants et des adolescents dans votre milieu. Donc, il faut regarder qu'est-ce qui manque dans votre milieu, quel est le problème le plus important qui font que les gens sont malades, qui fait que les gens ne sont pas épanouis. Donc, il faut réunir donc, ces preuves-là pour les mettre à la disposition des ONG, des OSC, des journalistes, ainsi de suite. Mais on dit preuve. Donc, il faut faire vraiment quelque chose qui est attesté. Et aujourd'hui, avec nos portables, avec nos smartphones, on peut donc faire des captures, on peut faire beaucoup de choses, mais dans les règles de l'art, dans d'autres webinaires, on vous expliquera pour que vous ne tombez pas dans les revers donc, du code du numérique. Il faut participer au sondage sur les aspirations des besoins des enfants et des jeunes. Donc, il y a Social Watch et puis tout le réseau d'ONG qui cherche à savoir quels sont les besoins donc, des populations. Il faut vraiment y participer. Et lorsque dans Elvis vous dit, bon, cher You Reporter, il y a un sondage sur la plateforme, il faut participer à ces sondages parce que ça permet de mobiliser donc les informations nécessaires pour montrer aux autorités là où il y a plus de problèmes et là où il doit pouvoir agir. Quatrième chose, il faut discuter, je l'ai déjà dit, avec les autorités, les députés, les ONG, les journalistes, sur les questions relatives donc, aux droits des enfants. Cinquième chose, il faut sensibiliser les populations sur les droits de l'enfant et sur les gestes qui sauvent et qui permettent une meilleure utilisation des fonds publics. Vous savez, je donne un exemple. Lorsque les populations ne savent pas que, par exemple, lorsqu'il y a les saisons pluvieuses, il faut éviter que tous les réceptacles d'eau, les boîtes de tomates, les boîtes de lait, les biobols, là, il faut pouvoir les renverser. Vous avez appris ça à l'école pour que l'eau ne reste pas dedans. Parce que si l'eau reste dedans, ça va produire des germes
que peut-être les enfants vont boire pour tomber malades, ou ça va être un nid pour les moustiques qui vont piquer donc les populations, ils vont tomber malades, et lorsqu'ils tombent malades, c'est leur propre argent qui va malade pour que les dépenses de santé ne soient pas trop importantes pour qu'on puisse utiliser une partie pour l'éducation, pour l'eau, l'hygiène et l'assainissement. Donc, vous avez un rôle donc, à jouer dans la budgétisation sensible aux enfants en sensibilisant sur un certain nombre de gestes qui sauvent. Et je crois que on pourrait également faire des webinaires pour vous donner certains de ces gestes-là et également pour que vous puissiez jouer votre rôle. Vous pouvez vous engager parce que les tests de la République reconnaissent aussi bien au niveau du budget des communes qu'au niveau du budget de l'État. Il y a un moment où on autorise les populations, les citoyens à venir dire donc vraiment leurs problèmes pour que ces problèmes soient pris en compte lors de l'élaboration donc du budget. Donc, en s'engageant, on assure donc la participation citoyenne, on s'assure que nos besoins sont pris en compte et il y a aussi la redevabilité. Donc, à la fin, on doit demander donc des comptes. Est-ce que l'école qu'on a dit qu'on va construire, c'est construit ou pas? Donc, voilà les raisons essentielles pour lesquelles vous devez vraiment vous engager dans la budgétisation sensible aux enfants. J'ai fini, je vous remercie pour votre aimable attention. Et vous voyez ici, c'est tiré du site de la DGB. Donc, la DGB produit beaucoup de choses. Vous voyez, à l'école du budget de l'État. Donc, c'est une bande dessinée qui permet donc de dire vraiment c'est quoi le budget, à quoi le budget va servir. Vous voyez encore ici aussi une bande dessinée que la DGB a baptisée « Budget sensible à l'enfance ». Et ça, c'est grâce au plaidoyer que l'UNICEF et Social Watch ont fait que la DGB a décidé de faire tous ces documents-là. Mais ces documents-là sont à votre portée. Vous devez être au courant de ces documents. On doit pouvoir partager avec vous les versions électroniques donc, de ces documents-là. On doit pouvoir distribuer les versions papier pour que vous puissiez vraiment regarder. Vous voyez un autre document ici. Question de l'enfance au cœur du budget. Donc, notre plaidoyer auprès de... Fermez le micro de celui qui parle assez fort là. Donc, notre plaidoyer UNICEF et Social Watch a abouti à ce que vraiment le ministère des Finances met la documentation à notre disposition. Il faut qu'on puisse l'utiliser en s'engageant pour voir ce qui est écrit dedans et pour voir ce qu'on doit pouvoir faire pour le bonheur donc, des enfants et leurs parents pour le développement économique et social du pays. Je vous remercie. Merci, M. Aboubakari, pour la présentation fort riche en informations sur le mandat de l'UNICEF. Également, ce que l'UNICEF, pourquoi l'UNICEF s'est engagé sur la question des finances publiques sensibles aux enfants. Qu'est-ce que le budget? Quelles sont les composantes du budget et pourquoi s'engager en tant que jeune ou en tant que citoyen sur la question de la budgétisation sensible aux enfants? À présent, nous allons passer à la phase des questions-réponses. Je l'avais notifié tantôt, vous pouvez écrire vos questions dans le chat afin qu'elles soient lues. Si vous avez des difficultés à utiliser le micro, ou lever la main afin qu'on vous désigne pour poser les questions. Notre webinaire devra prendre fin à 14h30, donc en fait, il nous reste 20 minutes pour les échanges. Je vois M. Ghislain. Monsieur Ghislain, vous pouvez prendre la parole, être bref et concis dans votre occupation. À vous. Si vous avez des difficultés, prière, écrite dans le chat votre question simplement pour qu'on gagne du temps en laissant la parole à d'autres personnes. Je vais inviter M. Blaise Adilé.
Je prie les participants de fermer leur micro et de ne l'ouvrir que quand ils veulent prendre la parole. Monsieur Adilé. Allô? Oui. Vous avez la parole pour votre Madame. question. Vous me recevez? Bonsoir, madame. Oui, nous vous recevons. OK. Bonsoir, monsieur Mohamed Aboubakari. Oui, bonsoir. Merci pour votre présentation. Je réponds au nom de Blaise Adilé, coordonnateur du mouvement Europort de la commune de Tassazouli. Oui. J'ai une seule préoccupation. Oui. Alors, parlant du taux de pauvreté et aux enfants dans certains domaines spécifiques, le Bénin est à un taux de 83% d'après vos informations. Oui. Alors, ma préoccupation est de savoir quel est donc ce domaine dans lequel le taux de pauvreté du Bénin est lié aux enfants est donc de 83%. Cela nous permettra de plus orienter nos plaidoyers donc dans ce domaine-là. Merci, c'est ma préoccupation. Merci. Monsieur Gislain, c'est bon à votre niveau? Oui, c'est bon maintenant. D'accord. C'est Gislain Antindéo depuis Ouida. Je remercie notre conférencier pour tout ce qu'il a dit. Je suis très content. De façon ramassée, j'aimerais demander si l'État central est au courant de toutes ces informations que vous venez de partager avec nous. Merci. Merci, monsieur Gislain. Monsieur Aguidissou Marcelin. Monsieur Aguidissou, monsieur Gislain, vous pouvez fermer votre micro, s'il vous plaît. Monsieur Aguidissou, en attendant, il y a des questions dans le chat. Je vais les lire et laisser la parole à... Pour gagner du temps, je les ai parcourus et je les ai déjà enregistrés. OK, d'accord. Très bien. Il y a une autre personne qui a levé la main, mais qui ne s'est pas renommée, donc qui porte le même nom que moi, du coup. Je l'invite à prendre la parole. OK, nous pouvons aller donc en attendant que d'autres personnes s'inscrivent. OK, oui. D'accord. J'ai lu dans le chat que quelqu'un a dit que ce que nous faisons va contribuer à la lutte contre la corruption. Effectivement, lorsque, vous voyez, je disais qu'il faut s'engager pour qu'il y ait plus de transparence et plus de participation. Donc, lorsqu'il y a beaucoup de personnes qui s'intéressent au budget et lorsqu'ils participent donc, au processus budgétaire, aussi bien au niveau national qu'au niveau local, cela permet vraiment de réduire la corruption. Si par exemple, on dit qu'on va construire un dépotoir dans un village et c'est mis dans le budget, que les gens sont au courant, que les gens veillent, ils savent qu'un dépotoir doit être construit dans telle commune. Si à la fin de l'année, alors qu'on sait que c'est dans le budget, on n'a pas construit, alors on va se poser la question de savoir l'argent est allé où. Donc, vous voyez, parfois, ce n'est pas la corruption, parfois, c'est qu'on n'a pas pu mobiliser l'argent. Je vous ai dit que le budget, c'est une prévision. Donc, lorsqu'on dit le budget est 2000 milliards, on n'a pas les 2000 milliards dans la caisse. Il faut aller rechercher les impôts fiscaux, les recettes fiscales, les recettes non fiscales, prêter de l'argent pour pouvoir constituer les recettes avant de faire donc, les dépenses. Mais ça permet déjà de savoir que c'est parce qu'on n'a pas mobilisé l'argent que ce n'est pas fait, mais parfois c'est qu'on a mobilisé l'argent, mais d'autres personnes les ont mis donc à côté. Ça permet effectivement de lutter contre la corruption. Est-ce que le gouvernement est conscient de cette situation? Oui, comme je le dis, le gouvernement est conscient de la situation parce que par exemple, l'UNICEF, chaque 3 ou 4 ans, élabore quelque chose qu'on appelle CITAN, la situation, donc analyse de la situation des enfants. Donc en 2000,
22, par exemple, on a fait une citane, on a analysé la situation des enfants au Bénin et on a essayé de sortir donc, les différents chiffres avec l'Institut national de la statistique et de la démographie. Alors, vous allez me poser la question de savoir, mais quand le gouvernement est au courant, qu'est-ce qu'il fait? Première chose, il y a ce qu'on appelle le cadrage. Vous savez, si on vous donne 10 000 tout de suite, comme votre problème dépasse 10 000, vous allez commencer à chercher à voir qu'est-ce que vous allez faire avec les 10 000. Donc, il y a ce qu'on appelle la priorisation et il y a ce qu'on appelle la hiérarchisation des priorités. Donc, le gouvernement a parfois dit, ça là, compte tenu du budget que j'ai, je ne peux pas faire ceci cette année. Je suis obligé de faire la priorité cette année de faire telle chose et l'année prochaine, je vais faire telle autre chose. Mais notre rôle, c'est quoi? Notre rôle, c'est de montrer à l'État que cette année-là, la chose la plus importante pour les populations, là, c'est telle. Donc, parfois, parce qu'il n'y a pas suffisamment de ressources pour tout faire, le gouvernement fait des priorités, mais parfois, les priorités ne sont pas vraiment les priorités des populations. Et donc, notre action va aider donc, le gouvernement à mieux savoir donc, les priorités. L'autre chose également, lorsqu'on fait en sorte qu'il y a la transparence, les gens payent les impôts, les gens savent à quoi leur impôt a servi, alors les gens payent davantage d'impôts. Et quand on paye davantage d'impôts, mais dans les villages, donc l'État ne connaît pas les priorités, ou bien l'État sait la priorité, mais ne connaît pas l'ampleur du problème. C'est la même chose au niveau des maires. Le maire dans la commune comme tout le monde, mais le maire n'est pas dans le dernier village. Donc, le maire ne sait pas le problème le plus crucial qu'il y a donc, dans telle localité. Et votre action va aider le maire à faire donc, le mauvais choix. Et donc, ça fait que parfois, il y a des villages qui sont restés 5 ans sans avoir de l'eau potable et continuent de boire de l'eau qui n'est pas potable. Juste tombe là-dessus, fait un reportage. C'est pour ça que je tire parfois, je tire souvent un coup de chapeau aux journalistes. Ils découvrent ça et ça déclenche vraiment la résignation de beaucoup de personnes et l'État prend des mesures pour corriger. Vous pouvez jouer donc également ce rôle-là. Alors, on a dit qu'il y a 83% donc d'enfants qui sont privés d'au moins l'une des privations. Je vous ai dit, il y a 8 privations et les 83%, c'est quoi? On a regardé les enfants qui sont privés d'au moins une privation. C'est-à-dire que l'enfant peut avoir 7 privations, mais il lui manque la 8e, il est compté dans les 83%. Donc, c'est pour ça que c'est souvent élevé. Si vous voulez, je vous donne l'indicateur qui est le mieux utilisé. C'est le pourcentage d'enfants qui est privé d'au moins 3 types de privations. Au moins 3. Par exemple, éducation, santé, protection, ou bien eau, protection et puis habitation. Au Bénin, ça faisait 64% en 2015. Et en 2021, lorsqu'on a fait la citane, on a vu que ça fait 56%. Donc, ça a baissé d'environ 64, 56, 8%. Ça a baissé de 8%. Donc, ça montre les efforts qui ont été faits. Quelqu'un a demandé dans le chat, les enfants autistes, est-ce qu'ils sont pris en charge? Bien évidemment, l'État lui-même a fait voter une loi sur la promotion et la protection des personnes handicapées. Et dedans, il est dit clairement quelles sont les prises en charge pour les enfants qui sont handicapés. Et il est heureux de savoir que tout récemment, le gouvernement a pris des mesures pour alléger donc, la souffrance de ces populations-là. Maintenant, il ne suffit pas. C'est très bien que la loi soit votée depuis 2017. C'est très bien que 6 ans après, en 2023, on a pris des décrets. Mais la chose la plus importante, c'est de faire en sorte que les décrets là soient appliqués. C'est de faire en sorte qu'en faisant le budget 2024, on prévoit déjà dans le budget 2024 qu'on va acheter, comment on appelle, des tricycles, qu'on va acheter des cannes pour les aveugles, qu'on va acheter du matériel braille pour ceux qui sont sourds, muets et tout ça. C'est ça le problème et c'est pour ça qu'on doit s'engager. Parce que parfois, le gouvernement prend... Oui, c'est déjà bien, le gouvernement a pris des mesures. Mais ça, il nous revient également de rappeler au gouvernement que, attention, telles mesures ont été prises. Et donc, il faut
mettre en œuvre ces mesures-là. Donc, voilà un peu ce que j'ai noté comme préoccupation. Je ne sais pas si j'en ai oublié. À vous. Merci bien, Monsieur Aboubakari. Il y a d'autres questions dans le chat que je vais... alors, quelqu'un demande pourquoi le gouvernement et l'UNICEF n'élargissent pas leurs actions vers les écoles privées, étant donné que les enfants qui vont dans ces lieux sont aussi dans le pays. La nuance entre ressources et recettes, et vers qui s'adresser pour faire un plaidoyer sur la non-efficience du budget de l'État et quelle stratégie adopter. Donc, voilà les questions dans le chat. Oui. Nous avons encore quelques minutes pour répondre. Merci. Et école privée, en fait, parfois, on pense à tort que l'État ne fait rien pour les écoles privées. Ce n'est pas juste. Je veux déjà, pour répondre, commencer par deux types d'écoles privées. Il y a des écoles privées que l'État a autorisées. Il y a des écoles privées que des personnes de mauvaise foi, mal intentionnées, vous m'excusez les termes, ont créé et qui n'ont pas l'autorisation. Et souvent, dans ces écoles-là, il se passe des choses qui ne sont pas vraiment bien. Et le rôle de l'État pour ces écoles-là, c'est de pouvoir vraiment les identifier et les fermer pour éviter que donc, les enfants ne soient mis dans des situations où ils n'apprennent réellement pas, où ils n'apprennent pas dans les bonnes conditions, où ils n'ont pas les mêmes chances d'apprentissage, d'avoir les connaissances et les compétences que les autres. Deuxième cas, il y a les écoles qui ont les autorisations normalement. Et pour ces écoles-là, l'État, souvent, d'abord, avant de créer l'école, il y a un certain nombre de conditions que vous devez respecter. Vous devez donc avoir des enseignants qui ont ce qu'on appelle l'autorisation d'enseigner. Ils doivent avoir du personnel qui ont l'autorisation de diriger l'établissement. Ensuite, ils doivent avoir pris le programme au niveau du gouvernement et donc s'assurer que c'est le programme qu'ils sont en train d'exécuter. Et enfin, le gouvernement envoie les inspecteurs et les conseillers pédagogiques pour pouvoir vérifier donc, tout ce qui se fait là. Mais malheureusement, le nombre d'inspecteurs et le nombre de conseillers pédagogiques n'est pas suffisant pour couvrir toutes les écoles publiques et aller jusqu'au niveau donc, des écoles privées. Donc, chaque année, il y a une place qui est réservée quand même pour les écoles privées, mais ce n'est pas encore important. Et donc, on doit encourager le gouvernement à faire en sorte de continuer à recruter suffisamment d'inspecteurs, suffisamment de conseillers pédagogiques pour pouvoir contrôler comme il le faut et appuyer donc les écoles privées parce que ces écoles privées-là aident à l'éducation des enfants et donc l'État doit avoir un droit de regard. Donc, voilà un peu. Il y a même des années où, je me rappelle au secondaire, je crois en 2017 comme ça, l'État a décidé d'octroyer une subvention aux écoles privées qui se comportent bien, qui ont de bons résultats ou bien qui ont une bonne renommée. Je sais qu'en 2017, il y a eu déjà ça. Est-ce que ça continue? Je ne peux pas vous dire si ça continue. Vous pouvez ensemble chercher les informations en questionnant donc ces responsables d'établissements privés pour savoir si cela continue. Alors, on a défini ce que c'est que les recettes. Les recettes, c'est tout ce qui rentre donc dans les caisses de l'État. Donc, ça peut être les recettes fiscales, donc impôts, taxes. Ça peut être les recettes non fiscales, donc toutes les redevances. Ça peut être également donc tout ce qui vient au niveau donc des caisses de l'État pour pouvoir exécuter les dépenses. Maintenant, les ressources, c'est quoi? Les ressources, c'est en fait, c'est un paquet. Lorsqu'on prend les recettes fiscales, on prend les recettes non fiscales, on prend tout ça, on a vraiment une cagnotte qu'on appelle des ressources maintenant, qu'on peut utiliser pour, comment on appelle, pour faire donc les dépenses. Donc, voilà également la nuance. Il y a un lien donc, entre les deux, mais ce n'est pas exactement la même chose. À vous. Merci, M. Aboubakari. Il y a d'autres questions. Il nous reste
5 minutes. Il y a d'autres questions dans le chat. Oui. Quelqu'un demande de leur présenter à nouveau les statistiques de la population au Bénin, c'est-à-dire les enfants, les jeunes et les femmes. OK. Bon, on va trouver un moyen avec Elvis pour mettre à disposition la présentation pour tous ceux qui sont intéressés. OK. L'autre Voilà. question, c'est de savoir quel est le domaine dans lequel le taux de pauvreté du Bénin lié aux enfants de 83%. Donc, j'ai déjà répondu. Ce n'est pas un seul domaine. C'est D'accord. au moins un domaine parmi les 8. Donc, on regarde, à part les enfants, tous les enfants qui ont tous les 8 domaines, ils ne sont pas comptés parmi les enfants qui ont la pauvreté multidimensionnelle. Donc, l'enfant qui bénéficie des soins de santé, de l'éducation, de la protection, de l'eau, l'hygiène, l'assainissement, de l'habitation, de la nutrition. Donc, ces enfants-là ne sont pas comptés. Donc, le reste là, c'est ça qui fait 83%. Donc, c'est à la fois éducation, à la fois santé, à la fois, ainsi de suite. Donc, lorsque un enfant est privé d'au moins une de ces privations-là, on l'a compté dans les 83%. Ça veut dire que dans les 83%, il y en a qui ont 5, il leur manque 3, ils sont comptés dedans. Il y en a qui ont un seul, il leur manque 7, ils sont comptés dedans, ainsi de suite. Il y en a qui ont 7, il leur manque un seul, ils sont comptés dedans. D'accord, très bien. Alors, il y a d'autres questions. Je voudrais déjà rassurer les participants. Dans un premier temps, présenter nos excuses pour ceux qui ont des difficultés à se joindre au webinaire, étant donné le nombre limité d'accès à ce webinaire-là. Le webinaire a été enregistré, on pourra le partager avec tous ceux qui se sont inscrits pour y prendre part. Ils pourront rattraper ceux qui n'ont pas pu suivre au début. D'autres questions dans le chat. Alors, quand il s'agit d'un plaidoyer en infrastructure, combien la localité contribue aux finances de la commune? Dans ce cas, comment faire? Je pense que la question n'est pas très précise. La personne voudra bien la repréciser dans le chat. Le budget alloué à la protection sociale est à 1,3 qui couvre 7%, alors que d'autres pays avec le même budget couvrent jusqu'à 20%. C'est quoi le problème au Bénin? Est-ce que c'est conscient? Oui, bon, c'est des statistiques, hein. Parfois derrière, il faut comprendre ce qu'il y a là. Le Bénin, par exemple, dans la protection sociale, et globalement, il y a 2 choses qui sont importantes, c'est l'assurance santé et l'autre chose, c'est les cantines scolaires. Donc, par rapport aux cantines scolaires, on connaît donc la couverture, donc c'est un certain nombre d'écoles qui sont ciblées, et par rapport à l'assurance santé, jusqu'à un passé récent, c'est contributif, c'est-à-dire que vous contribuez souvent à 20% et l'assureur contribue à 80%. Alors, peut-être que dans les autres pays qui ont de grosses couvertures, la priorité n'est pas forcément mise sur ces 2 types-là. La priorité est sûrement mise sur donc, autre chose, l'appui aux personnes qui sont en difficulté, l'appui donc aux grands malades, ainsi de suite. Donc, c'est parce que ces statistiques-là, c'est au moins 3 services de... Les 7,8%, c'est la proportion de la population qui bénéficie d'au moins 3 services de protection sociale. Donc, c'est ça qui est là. Donc, il s'agit pour le Bénin de voir quels sont les services les plus importants dont la population a besoin et comment faire en sorte que la couverture soit plus large avec et peu de ressources. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas que de façon intentionnelle que le gouvernement a décidé comment on appelle, d'avoir une couverture faible. C'est pour ça que parfois aussi, il est bon de faire des échanges d'expériences, de voir un peu. Par exemple, il serait important d'aller voir un peu qu'est-ce qui se passe au Togo, quel type
comment on appelle, de prestations de protection sociale se fait. Et donc, le Bénin peut s'inspirer de ça également pour avoir des résultats analogues. Merci, M. Aboubakar. Je prends encore deux questions. Peut-être on va terminer. Je profite pour dire à ceux qui demandent dans leurs questions comment est-ce qu'ils peuvent avoir un appui de l'UNICEF, comment ils peuvent être accompagnés par l'UNICEF, qu'actuellement l'UNICEF a lancé un avis à manifestation d'intérêt pour les organisations qui travaillent avec les adolescents et les enfants. Donc, ils voudront bien aller sur le site de l'UNICEF pour voir et répondre à cet avis s'ils remplissent les critères d'éligibilité. Alors, quelqu'un demande si l'UNICEF accompagne les centres d'accueil de protection des enfants. Bien sûr, vous devez savoir, et ça fait partie des raisons pour lesquelles on fait ces webinaires-là, pour vous informer davantage. On a fait une note budgétaire sur la protection de l'enfant. Et donc, lorsque l'un des webinaires va revenir là-dessus, vous allez pouvoir avoir plus d'informations. Au niveau des communes du Borgou, de l'Alibori, du Zou et récemment de l'Atakora et de la Danga, le gouvernement appuie effectivement les centres d'appui, donc les centres d'accueil de protection de l'enfant, et il est même mis en place quelque chose qu'on appelle le paquet minimum intégré. C'est-à-dire que lorsqu'un enfant est donc en difficulté et qu'il est référé au centre de promotion sociale, automatiquement, il y a une prise en charge qui pourra être faite à travers le paquet minimum intégré. Donc, l'enfant pourra être récupéré, l'enfant pourra avoir donc, les premières prises en charge, par exemple, de quoi manger, par exemple, où habiter, ainsi de suite. Donc, ce travail-là, ça fait partie des domaines privilégiés donc, de l'UNICEF qui, en son sein, a une section qu'on appelle la section protection de l'enfant et qui travaille en étroite collaboration avec les centres de promotion sociale pour la prise en charge donc, des enfants qui sont en situation. Les enfants qui sont violés, les enfants qui sont volés, les enfants qu'on a récupérés, qui font le travail des enfants, ainsi de suite, les enfants qui veulent être mariés précocement et qu'on a identifiés. Donc, lorsqu'on les récupère, il y a une prise en charge qui se fait à travers ce qu'on appelle le paquet minimum intégré. OK. Merci beaucoup, M. Aboubakari. Chers participants, nous n'avons pas pu répondre à toutes les questions. Comme M. Aboubakari l'a souligné, sur des thématiques précises, il y aura d'autres webinaires, notamment en ce qui concerne les secteurs sociaux, santé, éducation, hygiène, protection. Donc, les questions spécifiques qui sont en lien avec ces thématiques, vous pourrez les ramener au cours de ces webinaires-là. Et donc, je tiens à dire merci à M. Aboubakari qui a accepté d'être le speaker de ce webinaire pour nous parler de la budgétisation sensible aux enfants, ce que c'est et comment est-ce qu'en tant que youth reporter, acteur de la société civile ou des médias, on peut s'engager sur cette thématique-là et ce que nous pouvons faire concrètement. Nous espérons au niveau du partenariat UNICEF Social Webinaire que ce premier webinaire sera utile pour tout un chacun de vous, que vous en avez appris beaucoup. Et comme je le disais au début, c'est une série de webinaires que nous aurons chaque mois. Nous aurons un webinaire, mais au cours de ce mois de juillet, on en aura encore un autre d'ici la fin du mois. Par les canaux habituels, on vous partagera l'information pour vous inscrire, pour prendre part à ce webinaire. Et une fois encore, toutes nos excuses à ceux qui n'ont pas pu avoir accès à ce webinaire. Nous allons régler le problème pour faciliter davantage l'accès à plus de participants. Et donc, merci à tous. Merci à M. Aboubakari. Je ne sais pas s'il a un dernier mot à dire avant qu'on ne se sépare. Je voudrais juste dire merci à Social Watch Bénin et merci à Elvis pour la mobilisation et merci à tous les youth reporters, à tous ceux qui se sont connectés pour suivre donc cette première édition. On trouvera un moyen pour que ce soit les acteurs eux-mêmes, les youth reporters, les organisations de la société civile qui identifient les thématiques qu'ils voudraient qu'on puisse développer à travers ces webinaires-là et on pourra vraiment les prendre en compte. Donc, merci à tout un chacun pour le travail. Restez en connexion sur vos différentes plateformes YouReport. On trouvera le moyen de partager tous les documents qui sont élaborés au profit des jeunes pour mieux comprendre donc le budget
Merci encore une fois à tous. Merci, M. Aboubakari. Merci à tous. Je vous souhaite un bel après-midi et rendez-vous au prochain webinaire. Bye bye. Bye bye.